Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, vous vous en doutez, avec l'investiture de Donald Trump, c'est l'actualité qui s'impose. À peine revenu au pouvoir, le président américain a signé une cascade de décrets et multiplié les annonces, déclassification des dossiers sensibles, chasse au wokisme, fin de l'immigration. Donald Trump prépare-t-il une révolution américaine ? À quelle sauce l'Europe va-t-elle être mangée entre la guerre économique et le conflit en Ukraine? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Pensez donc à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça améliore le référencement, vous le savez, c'est très important pour le succès de l'émission. Pensez également à m'écrire juste en bas dans les commentaires. Et puis bien sûr, relayez au maximum cette vidéo. À tout de suite. Et à mes côtés, un habitué, Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous, de nous proposer vos analyses limpides et acérées. Alors vous êtes journaliste spécialiste de la politique américaine, chercheur à l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai le dernier, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. C'était aux éditions Confidentes. Et vous pouvez toujours le trouver sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors pour commencer, Gérald Olivier, en amont de l'investiture, Donald Trump avait déjà dit que les 24 premières heures de son mandat, ce serait finalement la dictature. Est-ce que c'est ce à quoi nous avons assisté ? Pas vraiment, non, il y a des institutions américaines qui fonctionnent. Maintenant, c'est devenu une tradition lorsque le président prend sa fonction, juste après la prestation de serment, après son discours d'investiture, après la parade, il rentre à la Maison-Blanche et il signe quelques décrets qui marquent à la fois une forme de mise en scène du pouvoir et qui consiste à signifier quelles sont les urgences de son mandat. Donc depuis quelques présidences, le président signait 2-3 décrets. Là, on n'est plus à 2-3, on a dépassé les 50 et il continue à les signer. Donc l'avantage d'un décret, c'est que c'est une décision présidentielle, 100% autoritaire. Moi, président, avec l'autorité que j'ai. Alors, ce sont des textes qui sont basés sur des textes de loi. Quand vous lisez la rédaction, ce sont des textes parfaitement légaux, mais ils correspondent à quelque chose qui n'a été ni soumis au Congrès, ni soumis au peuple américain. C'est la volonté du président, en général, à travers ce qu'il a présenté dans sa campagne. Donc on pourrait le qualifier d'acte dictatorial. En tous les cas, c'est un acte qui est au moins présidentiel et qui illustre, je dirais, la puissance de l'exécutif. Maintenant, ces fameux décrets, ils sont signés par le président, mais pour les appliquer, les autres institutions entrent en ligne de compte. Donc si par exemple un décret est jugé inconstitutionnel, on peut le suspendre instantanément. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le décret sur le droit du sol, d'accord, dont on reparlera peut-être en détail, mais il a déjà été suspendu et il a suffi d'un juge. Il suffit qu'un juge fédéral émette un recours et l'application du décret est automatiquement arrêtée. Donc le président signifie son autorité, il signifie ses priorités, et puis derrière, les institutions jouent leur rôle. Comment les médias américains ont-ils raconté les premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche et cette signature de décret frénétique, j'allais dire ? Vous avez toujours les anti-Trump. Hein. Vous avez quelques chaînes de gauche qui sont horrifiées par ce qui est en train de se passer. Mais en règle générale, il y a un vent d'optimisme incroyable qui règne sur les États-Unis aujourd'hui. Il y a en dépit du froid polaire de Washington, comme on l'a vu, il y a une forme de, je dirais, d'énergie qui est porté par Donald Trump lui-même, mais partagé par un certain nombre d'Américains qui découvrent à quel point, je dirais, ils avaient perdu le sens de leur destinée et ils la retrouvent un petit peu avec Donald Trump. Si vous avez écouté son discours d'investiture, il y avait énormément de références au mythe américain, le mythe des pionniers, des bâtisseurs, des explorateurs, le besoin d'avoir des ambitions qui aillent au-delà même de ce que l'on pense réalisable. Et l'Amérique était tombée dans une forme de torpeur.
Elle avait oublié, je dirais, ses propres principes. La société était en train de marcher sur la tête et la quantité des décrets, le spectre, c'est-à-dire au sens où l'étendue des domaines qui sont concernés par ces décrets, parce que vous en avez cité certains, on a l'impression de toucher à toutes les pans de la société, et une certaine Amérique se dit mais oui, on faisait ça, mais comment est-ce qu'on a pu faire ça ? Le président a parfaitement raison de mettre un terme à une politique qui est aussi absurde que celle-ci. Donc en vérité, les Américains sont en train de se rendre compte que ce que Donald Trump appelle sa révolution du bon sens, eh bien, c'est en effet du bon sens. Et le sens commun, ce qu'on appelle en anglais common sense, c'est une forme de valeur américaine. Et c'est l'un des principes sur lesquels, d'ailleurs, avait été rédigée la Constitution et établie les institutions par les pères fondateurs. Donc, certains médias critiquent Trump parce que Trump est Trump et qu'ils le détestent, et ça ne changera jamais. Mais derrière, on se rend compte que, c'est un monstre de travail, monstre d'énergie, qu'il a un culot. Et il faut peut-être du culot politique, comme personne ne peut en avoir, qu'il fait exactement ce qu'il a dit, en des termes qui sont tranchés, parfois provocateurs, parfois insultants pour certains ou autres, mais qu'au moins on a quelqu'un qui a dit « élisez-moi et si vous me mettez à la Maison-Blanche, moi je ferai ça », et qui dès le premier jour le fait, et le fait à toute vitesse. Oui, il n'y a pas de double discours. Ah non, jamais. On a vu parmi les décrets qui ont été signés par Donald Trump très rapidement qu'il s'attaquait à la défense entre guillemets des minorités qui aux États-Unis a sans doute un peu dérivé entre le wokisme, la discrimination positive et l'immigration elle-même. On a beaucoup parlé de la question de l'immigration. C'est un chantier prioritaire pour Donald Trump. Est-ce que c'est parce que tout simplement ça n'a pas été géré du tout par Joe Biden ? Alors on va parler de l'immigration clandestine. Oui, absolument. Non seulement ça n'a pas été géré par Joe Biden, mais c'est une situation qui a été délibérément rendue, je dirais, ingérable. C'est-à-dire que la politique de Joe Biden et des démocrates depuis qu'ils sont arrivés en 2021 a été d'ouvrir la frontière. Ce qui n'a jamais été une tradition américaine. Ouvrir la frontière au sens ouvrir la frontière au passage de clandestins sans papier. Tout le monde sait très bien que les États-Unis sont une nation d'immigrants. Il y a des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. On a bien vu comment le pays s'est construit. Maintenant, construire un pays quand il s'agit d'aller conquérir l'ouest du territoire et s'installer dans des territoires relativement sauvages, ça se fait pas facilement, mais on ne va pas vérifier qui arrive, comment, pourquoi. Par contre, ce qu'on sait dans l'histoire américaine, c'est qu'il y a eu un arrêt de l'immigration légale à partir des années 1920. En 1924, sont introduits pour la première fois ce qu'on appelle des quotas. Et ces quotas vont limiter le nombre de gens en fonction des nationalités qui peuvent rentrer aux États-Unis chaque année. Et à l'époque, les quotas avaient été justifiés parce que l'immigration des décennies précédentes avait été telle que l'on avait à l'intérieur du pays des poches irlandaises, italiennes, juives, arabes et autres qui venaient un petit peu menacer la cohésion et le sentiment américain avait du mal à émerger. Donc on a stoppé tout ça pour favoriser ce fameux melting pot, pour favoriser le croisement des peuples et faire qu'un peuple américain émerge. D'accord ? Ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1965. Et en 1965, le président Johnson a ouvert à nouveau les portes de l'immigration légale et on a vu arriver cette fois des populations beaucoup plus d'Amérique centrale, avant elles étaient principalement européennes, d'Amérique centrale ou du Sud et également d'Asie. Et quel était l'objectif L'objectif, il était principalement économique. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays occidental qui a vu sa natalité baisser. Et on sait très bien que malgré tout, il faut de la main-d'œuvre, il faut un peuple pour qu'une économie fonctionne et continue de croître. Et c'est encore mieux quand elle n'est pas chère. Absolument, et quand elle arrive, en général, elle n'est pas chère. Maintenant, c'est mieux si elle a de l'éducation. En tous les cas, c'est beaucoup mieux si cette main-d'œuvre, je dirais, est capable de s'intégrer. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'il y ait une société d'accueil, avec des règles d'accueil, et que tout le monde accepte ces règles, voire même, je dirais, est une volonté réelle au cœur de s'adapter, de s'intégrer dans cette nouvelle société. Ça, c'est essentiel. Si ce n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Et puis derrière, économiquement parlant, c'est mieux si vous avez une main-d'œuvre diversifiée, avec des gens qui sont capables de prendre des emplois non qualifiés, et d'autres qui ont des diplômes universitaires et sont capables de prendre des emplois très qualifiés. Donc cette immigration légale, qui est très très importante numériquement, depuis quelque temps, elle a été
complètement dépassés par une immigration clandestine, illégale. Pourquoi ? Parce que la bureaucratie ne va pas assez vite. Et qu'il n'était pas possible aux gens en charge de cette immigration légale de gérer les dossiers. Si vous voulez émigrer aux États-Unis, si quelqu'un veut émigrer aux États-Unis, c'est pas difficile. Il suffit de faire une demande auprès du consulat américain ou de l'ambassade. Vous déposez un dossier, on va l'étudier, puis vous aurez la réponse peut-être dans une dizaine d'années. Ça, c'est pas jouable. Sachant que si vous voulez aller aux États-Unis, vous allez au Mexique, d'abord au Mexique, puis vous traversez à pied la frontière du Texas. Une fois sur place, sous administration Biden, vous aviez une application sur votre téléphone qui vous permettait de demander l'asile, sans même voir qui que ce soit, de demander l'asile politique. Ça s'appelait CPB1. Je ne sais même plus d'ailleurs quel était le sens de ces initiales. Mais cette application faisait de vous, qui étiez rentré illégalement sur le territoire, quelqu'un en situation légale parce que vous étiez demandeur d'asile. Et à ce moment-là, vous aviez un permis de travail et vous pouviez même demander certaines formes d'assistance gouvernementale. Donc tout ça a été stoppé parce que c'était un appel d'air invraisemblable. Et puis c'était aussi, une façon pour les adversaires et les pays proches des États-Unis de se débarrasser des pires individus en les envoyant sur le territoire américain, sachant que là, rien ni personne n'allait les empêcher de rentrer. Donc, au cours des 4 dernières années, ce sont près d'une dizaine de millions de clandestins qui sont rentrés, qui sont sur place, dont certains sont des criminels, qui posent des problèmes sociaux extrêmement importants, parce que s'il y a des enfants, il faut les scolariser, eux, il faut les loger. Enfin, il y a tout un système derrière qui doit être mis en place. D'ailleurs, un certain nombre de villes américaines se sont plaintes qu'elles n'avaient pas la capacité d'accueil nécessaire, y compris des villes comme New York. Donc, Donald Trump essaye de remettre de l'ordre dans ce dossier et il le fait de manière très très énergique avec 2 piliers fondamentaux. D'une part, stopper la frontière. 1, empêcher les gens de rentrer, ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne. Parce que sous Joe Biden, sous l'administration précédente, les entrées journalières, c'était entre 2500 et 12 000. 12 000, ça a été le top, mais on était en plusieurs milliers tous les jours, pas loin de 5 000. Pas loin de 5 000 entrées tous les jours. Au cours des journées depuis le 20 janvier, depuis mardi, c'est tombé en dessous de 1000, c'est quelques centaines, 700, 800, selon M. Tom Homan, qui est le tsar de la frontière, qui contrôle tout ça. Donc, on va bloquer la frontière, y compris avec l'aide de l'armée. Parce que les États-Unis n'ont absolument pas suffisamment de gardes frontières pour contrôler 3000 km de territoire. Sûr, oui. On va relancer la construction du mur. Il y a des mesures qui ont été prises pour stopper les entrées. Il y a sur le territoire américain des mesures qui ont été prises pour expulser les clandestins, à commencer par tous les criminels parmi eux. Ça, c'est déjà en cours. Et puis il y a une troisième aspect à cette lutte contre l'immigration qui lie à la fois l'immigration et la drogue, parce qu'un certain nombre de migrants sont des mules qui transportent avec eux ce fameux fentanyl et d'autres drogues. C'est contrôlé par les cartels mexicains. Il y a une mafia internationale qui favorise ce trafic. C'est un trafic qui cause énormément de dégâts aux États-Unis depuis de nombreuses années. Et donc, l'un des pans de cette lutte contre l'immigration mise en place par le président Trump, c'est d'avoir déclaré les cartels de la drogue, organisation internationale terroriste, ce qui permet de mobiliser des moyens militaires contre eux, y compris de mener des actions militaires hors territoire américain. C'est le dernier aspect de cette lutte-là. Donc, l'immigration clandestine, c'était le premier dossier que Donald Trump avait souhaité gérer, et c'est ce qu'il a fait. Il y a une deuxième dimension, si je peux me permettre, parce que vous l'avez évoqué, c'est l'immigration tout court. Parce qu'on a vu apparaître une petite faille au sein du camp républicain. Parce que justement, il y a dans le camp républicain, derrière des personnages comme Steve Bannon, une opposition à toute forme d'immigration. Et à illégale et légale. D'autres qui sont favorables, type Elon Musk. Exactement. Donc l'immigration a un intérêt économique. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont été en mesure, malgré toutes les difficultés que ça représente, d'absorber jusqu'à un certain point les 10 millions d'immigrants qui sont arrivés au cours des années passées. Ça permet de maintenir les salaires très très bas. Ça permet d'avoir, je dirais, une main-d'œuvre à disposition parfaitement malléable, parce qu'un immigrant clandestin, il va prendre n'importe quelle source de revenus. Très souvent, ils rejoignent des gens qui sont arrivés un petit peu avant eux, qui sont de leur même région ou pays d'origine, qui eux ont déjà des contacts et qui leur permettent de trouver un travail
travail et de parvenir à subvenir à leurs besoins. Donc il y a des réseaux qui permettent de faciliter cette intégration, et il y a une économie qui adore ce type de main-d'œuvre parce que justement ça garde des coûts très très bas. Par contre, ce que Elon Musk souligne lui, c'est que les États-Unis n'ont pas forcément besoin de cette main-d'œuvre-là, ou en tous les cas pas en quantité aussi importante, mais ils ont aussi besoin d'une main-d'œuvre sortie des universités. Des ingénieurs, oui. Ils ont besoin d'ingénieurs, surtout des gens comme lui. Le fameux visa H1B dont Elon Musk a parlé, oui. Absolument. Il y en a plus de 100 000 tous les ans. Et donc, supprimer un tel visa, ce serait tarir une source d'approvisionnement pour un certain nombre d'entreprises américaines, y compris des entreprises de haute technologie, parce qu'on veut des ingénieurs les plus en pointe qui soient. Et vous avez des étudiants, notamment qui viennent d'Inde, qui sont très très qualifiés dans ce domaine-là, ou qui viennent d'autres régions d'Asie. Et qui ont le mérite de parler anglais. Et qui parlent naturellement anglais, absolument. Et donc, Elon Musk étant très favorable à cette immigration légale, et a priori, Trump est du côté de Musk. Là, il n'est pas du tout du côté de Steve Bannon, ça n'a plus rien à voir. Alors justement, vous dites que Donald Trump est plutôt du côté de Musk de ce côté-là. On voit bien que Elon Musk, avec SpaceX, avec Neuralink, est très tourné vers ces ingénieurs hautement qualifiés. On voyait bien son intérêt à défendre le fameux visa H1B. On a vu également Donald Trump prendre parti pour tous ces travaux autour de l'intelligence artificielle. Il a annoncé une enveloppe considérable, on l'écoute tout de suite. Ensemble, ces géants mondiaux de la technologie annoncent la création de Stargate. Notez bien ce nom dans vos calepins, car vous allez en entendre beaucoup parler à l'avenir. Une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis et qui sera mise en place très très rapidement, en créant plus de 100 000 emplois américains, presque immédiatement. Cette entreprise monumentale est une déclaration de confiance retentissante dans le potentiel de l'Amérique sous un nouveau président. Un nouveau président. Je ne l'ai pas dit, c'est eux qui l'ont dit. J'apprécie donc cela, les gars. Alors on l'a compris, une enveloppe de 500 milliards pour doper l'intelligence artificielle et la recherche inhérente. J'ai envie de dire, il a bien fait de miser sur Donald Trump, Elon Musk. Oui, alors, attention au mot enveloppe, hein. C'est pas de l'argent public. Là, ce dont il parle, Stargate, c'est une compagnie qui a été fondée par 3 entrepreneurs qui étaient présents, dont M. Larry Ellison, dont le patron de OpenAI et un fonds d'investissement japonais. C'est de l'argent privé. C'est de l'argent privé. Ce sont des compagnies qui ont signifié au gouvernement américain qu'elle souhaitait investir 500 milliards de dollars dans ces secteurs-là. Et avec le gouvernement, ils vont voir où ils vont le mettre, pourquoi, dans quel endroit, dans quelle situation et comment. Donc, c'est pas de l'argent public. On n'est pas dans ce qu'avaient fait, les démocrates, qui dépensaient énormément pour subventionner les industries dites propres, etc. Pas du tout. Là, on est dans des entrepreneurs, donc des capitaines d'industrie, dirait-on, et le patron Oracle est quand même une compagnie majeure depuis plusieurs décennies. Larry Ellison, d'ailleurs, n'est plus très jeune, hein, il a l'âge de Trump, peut-être même un petit peu plus. Donc ce sont des compagnies privées qui ont décidé d'investir aux États-Unis. Et donc c'est à la fois un investissement qui va créer des emplois, c'est un investissement, et le président le disait à l'instant, qui est là pour illustrer la confiance de ces investisseurs dans l'économie américaine. Ils auraient pu construire ça au Canada. Ils auraient pu aller construire ça au Mexique. Ça leur aurait sans doute coûté moins cher, ne serait-ce que sur le plan foncier et sur le plan des salaires. Non, ils ont choisi les États-Unis. Donc Donald Trump a mis ça en avant, d'abord parce que c'est intervenu juste après sa prise de fonction et que c'est 500 milliards de dollars, c'est quand même assez conséquent. 100 000 emplois, c'est quand même assez conséquent. C'est la moitié de la dette française que Emmanuel Macron a creusée. Voilà, donc c'est une somme importante. Mais il s'agit d'argent privé. Donc on n'est pas dans un gouvernement qui mène une politique industrielle et qui décide on va faire ci à tel endroit, on va faire ça à tel endroit et on va lever les impôts pour financer parce que c'est important. Pas du tout. On est dans une économie ouverte, une économie d'entreprise, et ce sont des chefs d'entreprise qui s'adressent au gouvernement, parce qu'évidemment, ils vont demander au gouvernement, peut-être bien que vous allez nous donner une petite ristourne sur les taxes à tel endroit, ou sur le prix du foncier, voilà, on va négocier ça. Mais l'idée, c'est qu'on est là pour illustrer
Le fait que l'économie est tournée vers l'avenir, ça a été un sujet très important de son discours d'investiture. On en reparlera peut-être avec Mars, avec tout ça. Et puis 2, que les capitaines d'industrie ont confiance et que tout ça, ça rassure les marchés, ça attire d'autres investisseurs parce qu'il faut toujours être là où ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il l'a mis en avant. On a le sentiment quand même qu'aux États-Unis, les relations entre privé et public sont beaucoup plus décomplexées. Et encore une fois, je réfère à Elon Musk avec ses sociétés. On le perçoit souvent en France comme un personnage anti-système, en dehors de l'establishment. Et en réalité, si on s'intéresse un petit peu à ces entreprises, on se rend compte qu'elles sont profondément imbriquées avec le gouvernement fédéral. C'est le cas, bien entendu, de SpaceX, qui est lié à la NASA, qui a été en partie financé par la NASA, bien sûr, et donc par le gouvernement. C'est le cas également de Tesla, qui bénéficie de décisions politiques du gouvernement. C'est quand même très particulier. J'allais dire, c'est sans doute pas une différence d'organisation, mais peut-être c'est une façon de l'assumer différente, en tous les cas. Absolument. Alors, le cas d'Elon Musk est particulier parce que lui, il prend ce qu'on lui donne. Et si vous lui donnez, il ne va pas refuser. Tesla, par exemple, sous l'administration Biden, bénéficiait de subventions, doubles subventions, parce que si vous achetiez une Tesla aux États-Unis, le gouvernement était prêt à payer 10, 20, 30% du prix de la voiture, sachant qu'elles sont beaucoup plus chères que les voitures thermiques. Donc, cette subvention-là, Trump l'a supprimée. Là, Elon Musk aurait de quoi pas être content avec son patron. Sauf s'il compense ailleurs. Voilà, il compense ailleurs parce qu'il a aussi annoncé qu'on allait aller à la conquête de Mars. Or, l'idée, sans être un spécialiste de l'espace, mais l'idée d'Elon Musk, c'est de faire une navette pour acheminer toutes les, comment dirais-je, tous les matériaux dont on aura besoin pour faire une base relais peut-être sur la Lune ou dans l'espace ou ailleurs. Et c'est avec ses fusées à lui de SpaceX qu'on va donc, on va le solliciter, lui, comme le transporteur de base de tous les autres éléments. Donc il va gagner énormément d'argent, qu'on arrive jusqu'à Mars ou pas. Les sociétés d'Elon Musk vont considérablement bénéficier de cette ambition et de cet investissement-là. On a également vu que pendant l'investiture, très rapidement, parmi les décrets qui ont été signés en grande pompe, Donald Trump a mis en scène littéralement la signature concernant la sortie des accords de Paris, ces accords dits d'engagement climatique qui, comme leur nom l'indique, avaient été signés en France. Alors, c'est pas vraiment une surprise puisque Donald Trump était déjà sorti de ces accords en 2017. Joe Biden les avait réintégrés, donc sans surprise, il est à nouveau sorti et il a profité de la première occasion pour vanter les mérites du pétrole en disant qu'ils allaient forer au maximum. Comment vous voyez ça ? C'est fondamental. C'est fondamental. D'abord, parce que quel que soit, je dirais, le réchauffement climatique, sa réalité, sa durée, quoi que l'avenir nous réserve, Donald Trump était contre l'accord de Paris parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'il pensait que c'était un accord qui était complètement inutile par rapport à l'ambition qu'on lui donnait. C'est pas l'accord de Paris qui va empêcher ce qui est en train de se dérouler sur le plan climatique. Ça n'aura aucune incidence. Deuxième raison, ça pénalisait surtout les sociétés industrielles et les sociétés les plus riches, dont les États-Unis. 3, les premiers responsables d'émissions de CO2 dans le monde étaient exempts de toute restriction, en particulier la Chine, dont les émissions ont plus que doublé au cours de la décennie écoulée, alors que celles des États-Unis ont baissé, et les États-Unis sont parmi les seuls qui d'ailleurs ont respecté leurs engagements au sein de l'accord de Paris. C'est grâce à Joe Biden. Oui, la France. Alors c'était grâce à ce qui s'était passé même avant. Et Donald Trump n'est pas du tout quelqu'un qui veut de la pollution. Avoir une énergie fossile, mais trouver un moyen d'avoir une énergie fossile propre, ça existe aussi, et ça peut se faire. Et on le souligne à mon avis pas assez, mais vous voulez forer du pétrole, vous installez un puits, si votre gisement s'épuise, vous pouvez désinstaller le puits. Et là où il y a eu un puits avant, vous le retirez, on ne sait jamais qu'il y a eu un puits à ce moment-là. Je veux dire qu'il n'y a pas une pollution inhérente à l'exploitation. Une fois que l'exploitation est terminée, on peut très bien remettre ça plus ou moins en place. Donc Trump est partisan d'énergie propres lorsqu'elles sont, je dirais, lorsque ça peut être le cas, ce qui est le cas du gaz naturel liquide au passage. Okay, et puis surtout, les États-Unis sont le premier
ont les plus importantes réserves d'hydrocarbures au monde, à la fois en pétrole et en gaz naturel. Et le président américain trouvait absolument absurde qu'un pays comme les États-Unis se prive lui-même d'avoir accès à ces réserves au nom d'une protection de l'environnement qui n'était absolument pas garantie et que ses voisins et rivaux ne respectaient pas. Donc l'accord de Paris, pour lui, était complètement absurde. Il était très très important d'en sortir. Et il a totalement assumé cette politique là, lors de son discours à Davos, Absolument. Justement. Il l'a répété à Davos. Et il a dit, mais il a tout assumé à Davos. Oui. On va peut-être en parler. Moi, j'ai regardé ce discours hier, j'ai trouvé ça formidable, phénoménal. Alors bon, je suis un petit peu fan de tout ça, mais j'ai trouvé ça quand même formidable. La façon dont il parlait à ces chefs d'entreprise, qui sont des gens quand même importants, très riches, etc., on en reparlera. Mais il assume, oui, il assume à la fois sa sortie de l'accord de Paris, il assume sa dénonciation. Il assume sa dénonciation de ce qu'on appelle la nouvelle donne verte en anglais aux États-Unis, le Green New Deal, et je pense qu'on en parle avec les mêmes termes dans d'autres pays anglo-saxons, qui consiste à mettre en avant des politiques qui sont supposées être écologiques et environnementales, et qui en fait littéralement détruisent la base économique, appauvrissent les pays et rendent les choses même bien pires. Comment ? Ils sont souvent parfois pas vraiment écologiques. Ils sont jamais écologiques. C'est le cas des voitures électriques d'Elon Musk. Absolument. Tout dépend où on a chargé la batterie. L'électricité est propre, mais tout dépend d'où elle vient. Ça n'a donc. Oui, et puis les composants de les batteries sont sujets à caution. Voilà, il faudrait que. Et la durabilité des voitures électriques aujourd'hui est fortement remise en cause, puisqu'après des secousses, on se rend compte qu'elles sont finalement moins solides que les autres, et donc il faut les changer plus souvent. Absolument. Et par contre, elle demande beaucoup moins d'entretien, donc elle menace aussi tous les garagistes qui n'ont plus de boulot. Eh ben très bien. Il a toutefois. Il s'est adressé à l'Arabie Saoudite lorsqu'il était à Davos, au sujet du pétrole. Visiblement, il compte faire pression, très clairement. Oui. C'est là. Il ose tout. Alors, je sais ce qu'on dit à propos des gens qui osent tout, mais bon, ce discours hier était absolument phénoménal. Petite parenthèse, il y a deux événements pour moi cette semaine qui m'ont fasciné. C'est son discours hier à Davos et la façon dont il s'adressait à ces gens-là. Et puis, c'était lundi après-midi. Leçon de politique présidentielle, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est cette conférence de presse impromptue qu'il a menée tout en signant les décrets. Je ne sais pas si les gens en France ont suivi, mais ils peuvent aller sur certains réseaux sociaux ou des chaînes sur Internet pour retrouver la vidéo. Mais après la parade, après avoir signé un premier décret dans cette arène du Capitol One, il est allé au bureau ovale, qui au passage avait déjà été complètement réinstallé, complètement redécoré. Avec un bouton, paraît-il, pour le coca. Oui, c'est ce qu'on dit, ça. Peut-être. Diet, le coca, machin, là. C'est pas du réel. Light. Et il boit pas ce qu'il boit. Peu importe. Voilà, il reste américain, que voulez-vous. Donc, il peut pas tout avoir. Mais, il s'est installé au bureau ovale. Il a laissé rentrer la presse, tous les journalistes. Et il avait un secrétaire au-dessus de lui qui lui a présenté des chemises en disant « ça c'est un décret pour ci, ça c'est un décret pour ça, ça c'est un décret pour autre chose ». Et tout en signant le décret, il expliquait aux journalistes la raison du décret et il répondait aux questions des journalistes. Conversation impromptue qui a démontré à la fois son sens, je dirais, du pouvoir et il a présidentialisé en quelque sorte cette séance, sa connaissance des dossiers, son aisance à parler avec des journalistes dont tous n'étaient pas forcément d'ailleurs favorables. Il y en avait qui ont posé quelques questions hostiles. Ça a duré plus d'une heure. Puis il y a un côté aussi reprise en main du narratif, comme on dit, c'est à la mode aujourd'hui. Absolument. Et puis, il y a quelqu'un au bureau. Parce que Biden, parfois, il fallait le chercher. Il n'était pas au bureau, on ne sait pas tellement où il était. Donc ce premier événement, moi, m'a fasciné par cette mise en scène à la fois du pouvoir et de la communication et la présidentialisation de la fonction. Et puis son discours hier à Davos m'a fasciné également, je dirais, par presque sa brutalité et sa capacité à dire les choses avec des mots extrêmement directs et dont on peut comprendre qu'il froisse certains intermédiaires. Monsieur Ben Salman n'a pas dû être très heureux de ce qu'il a entendu hier, parce que il a contacté Donald Trump
pour proposer un investissement saoudien de 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars, un investissement dans l'énergie avec différentes sociétés américaines. 600 milliards de dollars, c'est pas rien. La réponse qu'il a reçue de Donald Trump, c'est « oui, c'est pas mal, mais vous devriez aller jusqu'à 1000 milliards ». Trump n'a pas dit merci. Il a dit « c'est pas assez ». Bon, ils peuvent se le permettre d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Et puis hier, à Davos, il dit donc à l'Arabie Saoudite qu'elle doit contribuer à faire baisser les prix du pétrole. C'est quand même l'unique source de revenus du trésor saoudien. Donc, on vous demande de mettre plus d'argent chez nous. 2, on limite votre propre capacité à gagner de l'argent. Donc, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite en général et M. Ben Salman, le prince Ben Salman lui-même, ait été très très heureux de ce qu'il a entendu. Néanmoins, c'est un petit peu la façon de travailler de Donald Trump. Et les Saoudiens savent très bien que s'ils travaillent avec les États-Unis, ils gagneront aussi beaucoup d'argent. Et ils restent énormément tributaires des États-Unis pour leur propre défense. L'armée saoudienne, c'est l'armée américaine avec un langage différent. Bien sûr. Alors, on a vu dans toutes ces annonces qui ont un lien avec l'économie qu'un gros bloc devrait aussi s'inquiéter de l'arrivée de Donald Trump. C'est bien sûr l'Europe, avec une vidéo qui a fait le tour du monde et qui a particulièrement inquiété Paris. On l'écoute. L'Union européenne est très mauvaise envers nous. Ils nous traitent très, très mal. Ils ne prennent pas nos voitures. Ils ne prennent pas nos voitures du tout. Ils ne prennent pas nos produits agricoles. En gros, ils ne prennent pas grand-chose. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils nous traitent très, très mal. Donc, nous allons leur imposer des tarifs douaniers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Donald Trump, au moins, rien n'est caché. Non, c'est to the point, comme on dit justement en anglais. Bon, il y a de quoi s'inquiéter pour nous. Alors, Trump n'aime pas la TVA. La TVA, techniquement, c'est pas un tarif douanier, c'est une TVA. Bien sûr. Mais dans la réalité, quand vous êtes exportateur vers l'Europe, c'est un tarif douanier. Donc, tous les produits américains sont taxés à hauteur de 20% en arrivant ici. Ensuite, les Américains ne se soucient pas. Dans le marché automobile, les Américains sont loin d'être parfaits. Parce qu'ils ont mis un certain temps à comprendre que toutes les routes en Europe n'étaient pas droites et ne faisaient pas 20 mètres de large. Qu'il y avait des vieux villages avec des routes sinueuses et étroites, dans lesquelles les voitures américaines ne sont pas forcément les mieux à l'aise, surtout quand elles étaient immenses. Elles le sont moins aujourd'hui, mais elles restent en général assez imposantes. Donc Donald Trump ne comprend pas que les Américains produisent des voitures qui ne sont pas adaptées littéralement au marché américain, ou qui pendant longtemps ne l'ont pas été. Européens. Donc pour lui, c'est une volonté des Européens de ne pas accepter les produits américains. Ça, c'est rien que sur le marché automobile. Sur beaucoup d'autres secteurs, notamment l'alimentation, et les États-Unis sont une grande puissance agricole, vous avez au sein de l'agriculture américaine un certain nombre de produits qui sont interdits en Europe. Là, les Européens sont très malins, parce que c'est pas un tarif, mais pour des raisons de santé ou pour des raisons de réglementation autres, le produit, même s'il n'était pas taxé, il n'a pas accès. Ne peut pas venir. C'est le cas de la viande et d'un certain nombre d'autres choses que les Américains voudraient bien exporter. Là, Donald Trump ne pourra rien faire parce que la réglementation européenne va rester, mais il est évident qu'il estime avoir le droit, en retour, de taxer les produits européens. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les pays un à un, parce que là, il a parlé de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il y a un déficit sur l'ensemble des relations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. 150 milliards à peu près, je crois. Oui. Sur combien? Sur 600 à peu près d'échanges? Sur 500, je crois. 500, bon. Mais il ne va pas s'adresser à Mme von der Leyen. D'ailleurs, non, pour lui, elle n'existe pas. Il va parler pays par pays pour essayer d'avoir des échanges plus précis et de gagner sur certains points. Donc, l'Europe a des difficultés. Elle a en effet des soucis économiques à se faire. Et elle peut en effet se préparer d'une certaine façon à devoir subir des tarifs douaniers pour ses exportations vers les États-Unis. Maintenant, il y a énormément de sociétés américaines, notamment dans les hautes technologies, comme Google, comme Facebook, comme d'autres, que l'Union européenne a voulu taxer, dont elle cherche à utiliser les revenus pour financer un certain nombre de ses propres déficits. Donc, il y a de quoi négocier des deux côtés. Et on verra comment ça se passe, mais l'Europe n'est pas forcément en position de force. Et puis là, on est uniquement sur le dossier économique. On verra qu'il y a évidemment un dossier stratégique, dont on parlera peut-être à un moment, qui sera la paix
à obtenir en Ukraine, l'avenir de l'OTAN et la place des États-Unis et la place des pays européens dans l'OTAN, là aussi, l'Union européenne n'arrive pas forcément en position de force. Alors justement, vous faites bien de commencer à parler de l'Ukraine. Parlons de ce dossier. Trump, pendant la campagne, avait promis la paix en 24 heures. Beaucoup avaient dit à l'époque que c'était un peu présomptueux. Mais au moins, ça témoignait de son intention. Aujourd'hui, on table plutôt pour 100 jours pour négocier des accords de paix. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite le spécialiste de la gestion de crise, Hervé Carrès, et il nous explique comment il voit les choses. Je pense que les Américains vont arriver à un accord, mais un accord qui va être très, très défavorable à l'Ukraine. Je pense que la neutralisation de l'Ukraine va être actée et que, malheureusement pour l'Ukraine, les Russes ont de fortes probabilités d'avoir les gains qu'ils attendent sur le plan territorial. Par contre, la dénazification, ce sera un point qui, à mon avis, pourra être négociable parce qu'on rentre directement dans l'ingérence politique interne à un État. Dans l'esprit de l'administration actuelle, la nouvelle administration américaine, pour eux, cette montée en tension avec la Russie qui date surtout de 2014, avec le Maïdan, la deuxième révolution orange, et relève des manipulations des administrations démocrates précédentes. Donc ils tiennent absolument à se désolidariser de ce fardeau, ils considèrent que c'est un fardeau, et solder le plus rapidement possible cette guerre. Alors cette guerre, s'il la solde, ça pourrait être bien sûr au détriment des Européens, dans la mesure où le président Trump pourrait dire tout simplement, écoutez, cette guerre ne me concerne pas, elle vous concerne vous les Européens, j'ai tout fait pour l'arrêter dans les meilleures conditions possibles, maintenant c'est à vous de régler ce problème-là. Alors là, sur ce dossier, on a vraiment l'impression que, comme en matière économique, l'Europe va vraiment être le dindon de la farce. Parce que pour faire le lien entre les sujets économiques dont on venait de parler, il faut quand même rappeler que depuis les sanctions de l'Union européenne contre la Russie à cause de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont flambé et on est obligé d'acheter en Europe du gaz de schiste américain, du gaz de schiste liquéfié dont vous parliez tout à l'heure, qui est interdit d'extraction en Europe pour des raisons écologiques. Évidemment, les États-Unis en profitent pour nous le vendre très cher, bien plus cher que chez eux. Absolument. Alors ça fait partie, je dirais, des points de la négociation. Donald Trump veut devenir le premier fournisseur d'énergie de l'Europe. Il veut remplacer la Russie auprès de pays comme l'Allemagne et d'autres. La France un petit peu moins, on a un mix un petit peu différent, mais il n'empêche. Donc ça, ce sera un point de négociation. Pour en revenir à l'Ukraine seule, là où l'Europe va avoir un de ses principes bafoués, c'est qu'elle va devoir accepter que le droit de la force prime sur la force du droit, c'est-à-dire sur la règle du droit. C'est-à-dire que la future carte de l'Ukraine tiendra compte des acquis militaires sur le terrain. Ça, c'était un principe que l'Europe refusait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis la création de l'Union européenne. Les gains militaires ne peuvent en aucun cas être, je dirais, entérinés par des accords de paix. Il faut en revenir aux positions d'avant. Ce ne sera pas le cas là. Je ne connais pas quelles seront les frontières définitives de l'Ukraine ou de la Russie. Pour moi, il me semble évident que la Crimée restera russe, ce qu'elle était d'ailleurs jusqu'en 1954, qui ne devrait absolument choquer personne, et que l'Ukraine sortira territorialement considérablement amoindrie par rapport à ce qu'elle était avant. Maintenant, je pense que Donald Trump veut faire la paix. Il veut faire la paix. Il l'a dit avant son mandat à plusieurs occasions, et il l'a dit dans son discours d'investiture. Il voudrait qu'on parle de lui, qu'on se souvienne de lui comme un faiseur de paix, peacemaker. C'est ce qu'il a dit, peacemaker. Rappelons... C'est l'étape d'après. On parlait déjà de lui comme le président sans guerre. Oui, mais ce sera l'après. Puis rappelons au passage, on verra, mais vis-à-vis de Barack Obama, il y a une petite rivalité entre les deux. Ils sont copains et rivaux à la fois. Obama a eu le prix Nobel de la paix tout de suite.
Donald Trump, il avait fait des accords d'Abraham, on lui a rien donné. Donc il a un petit peu ça qui est resté dans un coin de sa tête. Il voudrait bien un jour avoir le prix Nobel de la paix, forcer ces gens du jury Nobel, qu'il méprise au passage profondément, à lui donner ce prix. Hein, voilà, il serait très heureux d'avoir ça. Et puis, malgré tout, de par les informations qu'il reçoit, il voit bien que c'est une guerre qui est dévastatrice. C'est une guerre qui pourrait se prolonger, parce que je dirais la reddition de l'un n'est une victoire totale de l'un ou de l'autre n'est pas envisageable. Donc on est dans une situation qui va se ni envisageable geler. ni souhaitable. Oui, d'une certaine façon. Et il y a un coût humain qui malgré tout est énorme. Donc Donald Trump veut faire la paix sur ce plan-là. Il veut faire la paix également sur le plan, je dirais, stratégique ou militaire, parce que sans les États-Unis, l'Ukraine s'effondre. Tout le monde le sait très bien. Militairement, elle s'effondre. Et c'est pas l'Europe qui peut prendre le relais des États-Unis. C'est pas les armes que les Européens sont capables de fournir aux Ukrainiens qui leur permettront de se défendre très très longtemps. Et Donald Trump ne veut pas se retrouver dans une situation où ils doivent à nouveau autoriser une aide militaire à l'Ukraine, parce que là, il a promis à ses électeurs qu'il ne le ferait pas. D'accord ? Donc, faire des concessions. C'est d'ailleurs pour ça, mais que Joe Biden a remis encore un peu d'argent sur la table juste avant, de parce qu'il partir. sait qu'il n'y en aura pas derrière. Voilà, c'est la dernière, dernière salve. C'est la dernière salve, exactement. Par contre, obliger l'Ukraine à faire des concessions, ça ne le dérangera pas du tout, parce qu'en effet, il ne se sent pas tenu comptable, bien sûr. Voilà, de tout ce que les démocrates ont fait avant. Et c'est vrai que la politique américaine menée en Ukraine par les administrations précédentes, notamment l'administration Obama, avait comme objectif malgré tout d'affaiblir la Russie et d'utiliser l'Ukraine comme un porte-avions beaucoup plus proche de la Russie. Ça, Donald Trump ne le fera pas. Donc il faut qu'il trouve le bon langage pour faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations. Zelensky y est déjà. Zelensky, il attend, et plus ça arrivera vite, mieux ce sera pour lui. Et pour l'instant, Vladimir Poutine a un petit intérêt à faire traîner les choses, parce qu'elles lui sont favorables et que le temps joue pour lui. Et donc à partir de là, 100 jours, je trouvais ça même un petit peu optimiste. Le plan est là. Une fois que les négociations commencent, combien de temps ça peut prendre, j'avoue que je ne sais pas. Pour moi, ce sera réglé, j'aurais dit dans l'année. Ce sera réglé dans l'année, peut-être avant l'été. 100 jours, c'est très rapide. Alors, ce serait formidable si c'était 100 jours. Parce qu'il y a cette dimension des 100 jours. Voilà, là, on est dans les décrets du premier jour, mais une nouvelle administration aux États-Unis, ça se juge de plus en plus sur les 100 jours. Rappelez-vous, non. Mais historiquement parlant, 1932 ou début 33, quand Franklin Roosevelt... Je confirme, je ne m'en rappelle pas. Voilà, c'est ça. Je confirme. Moi non plus. Hein. Mais souvenons-vous, d'un point de vue historique, c'est Franklin Roosevelt qui avait promis que dans ses 100 premiers jours, voilà, il retournerait la situation. L'Amérique était dans sa plus profonde dépression. Il ne l'a pas vraiment retourné, mais il a changé l'élan et ça a suffi. Donc, les 100 jours sont devenus une sorte de date symbolique ou de durée symbolique. Comme Napoléon. Voilà. Et si Donald Trump parvenait à un accord de paix dans les 100 jours, là, il aurait gagné. Donc, je ne sais pas si ça se fera. Pour moi, le dossier est gérable à partir du moment où la Russie décide qu'elle a eu ce qu'elle voulait et elle est sûre qu'elle l'aura et elle vient s'asseoir. Et je ne sais pas si c'est la dénazification qui sera le sujet le plus délicat, je ne pense pas. Pour moi, c'est l'avenir stratégique de l'Ukraine. À quelle date est-ce qu'elle peut être autorisée à intégrer l'OTAN? Quelles sont les garanties de sécurité qu'on va lui apporter? C'est là où les choses vont être plus difficiles à négocier. Justement, ça c'est intéressant parce que c'est Marco Rubio qui s'est exprimé à ce sujet en expliquant qu'il s'agissait de retarder d'au moins 20 ans l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN. Mais est-ce que ce n'est pas une incompréhension des exigences de Vladimir Poutine? Est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, il serait capable d'accepter un tel deal, j'allais dire, alors que précisément, parmi les points qui l'ont fait entrer en Ukraine, c'est cette perspective d'adhésion. C'est pas d'adhésion ni maintenant ni jamais dans son esprit. Voilà, absolument. Mais dans l'esprit de Marco Rubio, c'est un moyen de, comme on dit en anglais, kick the bucket, c'est-à-dire de repousser l'échéance.
Et à partir de là, il sera plus... peut-être qu'il sera président dans 20 ans. Marco Rubio, c'est peut-être son ambition et qui devra gérer ça. Mais repousser quelque chose à 20 ans, c'est se dire ce seront les autres qui devront gérer ça. Nous faisons la paix maintenant, puis on verra bien. Et puis peut-être que d'ici là, la situation peut évoluer. Donc c'est une façon de ne pas résoudre un problème qui, si on s'oblige à le résoudre, repoussera l'échéance de la paix aujourd'hui. Ou c'est peut-être justement un terme de négociation. On a le sentiment finalement que les Russes continuent d'avancer à l'ouest pour précisément pouvoir reculer un peu dans le cadre de négociations, de la même façon que les Ukrainiens le feront à Koursk, et eux peut-être qui reviendront sur cette exigence. C'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que les Européens, parce qu'ils auront un petit peu leur mot à dire à travers l'OTAN quand même, et est-ce que les États-Unis accepteront un accord qui interdise définitivement à l'Ukraine de jamais rejoindre l'OTAN? J'en suis pas sûr. Et si on se dirige vers une Ukraine qui soit véritablement neutralisée, quelle garantie de sécurité aura-t-elle? Parce qu'une Ukraine neutre, c'est aussi une Ukraine qui demain peut redevenir la proie de la Russie si la Russie le souhaite. Enfin, on verra. Mais pour moi, ce sont les points qui vont être les plus difficiles à gérer. Il y a sans doute peut-être un autre aspect qui, là, est probablement essentiellement dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est que, selon lui, il y avait un accord un accord au moins verbal qui consistait à dire que l'OTAN n'avancerait pas vers lui, ce qui n'a pas été respecté de son point de vue, encore une fois. Et par ailleurs, il y a eu les accords de Minsk en 2014 qui n'ont pas été respectés, alors que la France et l'Allemagne étaient censées être garantes. Il y a une forme de tromperie de la part des Occidentaux et de l'OTAN vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui pose un problème dans le cadre de négociations, puisqu'on ne peut pas vraiment avoir confiance en son partenaire ou en son adversaire avec qui on négocie. Oui et non, ça fait partie de la négociation, parce que moi je me porte en faux avec la première partie de cette affirmation, à savoir que l'affirmation des Occidentaux, notamment des Américains, comme quoi l'OTAN n'irait pas empiéter sur le territoire russe, c'est une affirmation qui remonte à 1990, qui venait d'un diplomate américain qui s'appelait Jim Baker, qui était le secrétaire d'État du président Bush, et il avait fait cette déclaration avant que le pacte de Varsovie soit dissous. Donc dans l'esprit de cette déclaration... Le pacte de Varsovie a été dissous, contrairement à l'OTAN. Oui, d'accord. Vous savez, bien sûr, si les États-Unis venaient à imploser, peut-être que l'OTAN serait également dissous, c'est pas ce qui s'est passé. Sûr. Mais toujours est-il que, Vladimir Poutine jouait aussi un petit peu sur cette situation, et à partir du moment où un pays recouvre son indépendance, si ce pays est réellement indépendant, il peut avoir le droit de passer les accords de défense qu'il souhaite. Sinon, c'est qu'il n'est pas réellement indépendant. Donc c'est là où il y a une ambiguïté. Bon. Ce qui pose d'ailleurs problème dans le fait que l'Ukraine soit obligée de négocier la paix par l'intermédiaire américain. Absolument. J'aimerais qu'on s'attaque à un autre dossier très important avec une autre décision de Donald Trump qu'il a là encore mis en scène, et du coup on va le regarder tout de suite. Monsieur, nous avons un décret ordonnant la déclassification des dossiers relatifs à l'assassinat du président John F. Kennedy, au sénateur Robert F. Kennedy et au révérend docteur Martin Luther King Jr. C'est un gros morceau, hein? Beaucoup de gens attendent cela depuis longtemps, depuis des années, depuis des dizaines d'années. Et tout cela sera révélé. Donnez-le à Robert Kennedy Jr. Oui, monsieur. Alors ça, on a vraiment l'impression que c'est une décision très symbolique et qui s'inscrit bien dans le drainer le marécage. Oui, c'est la transparence. C'est la transparence parce que, un, on signe en direct devant la presse, et deux, on signe un document qui dit qu'on va libérer toutes les archives. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de secret d'État, il n'y a plus de documents classifiés, on livre tout, quelles que soient les conséquences que ça puisse avoir, ce que aucun président avant lui n'a osé faire. Alors peut-être qu'on va découvrir quelque chose qui va... Je ne pense pas, très honnêtement. On a tellement, notamment sur l'assassinat de John Kennedy, peut-être sur celui de Martin Luther King, on verra. Mais l'idée, c'est que c'est symbolique dans le sens où on va moins en apprendre à travers la déclassification de ces archives. Qu'à travers l'intention. Voilà.
l'intention est là. Et la transparence fait partie, je dirais, de l'approche de Donald Trump. La suppression de la censure vis-à-vis du discours, la suppression de la censure également au sein des universités, par rapport à ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit, le fait que le gouvernement n'est plus instrumentalisé pour servir le parti au pouvoir et nuire à l'opposition, comme à l'évidence, ça a été le cas depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, symboliquement parlant, ça montre qu'on est dans une autre époque. On est rentré dans un nouvel âge, on verra si c'est l'âge d'or, comme il l'a promis, mais c'est au moins l'âge de la transparence. Et ça, c'est très très important vis-à-vis des électeurs américains. C'est ce que beaucoup d'Américains demandaient. Pourquoi est-ce qu'on nous cache 60 ans après les liens entre la CIA et Lee Harvey Oswald? Il y avait des liens entre la CIA et Lee Harvey Oswald étant l'assassin de John Kennedy. Voilà. Mais je pense que tout le monde connaît ça, les gens qui vous suivent savent ça. Il y avait des liens entre ce personnage et cette agence. L'agence surveillait Oswald parce que c'était un trublion, une forme d'électron libre. C'est pas pour ça qu'ils l'ont automatiquement instrumentalisé pour aller tuer John Kennedy. Je ne pense pas que ce soit ça qui s'est passé, mais il y avait des liens entre eux. Donc maintenant, on aura peut-être, je dirais, l'ensemble des détails sur ces liens, quand ils ont commencé, en quoi ils ont consisté, ce qui va, je dirais, d'une certaine façon, libérer énormément de conscience aux États-Unis. Donc, vous le disiez, symboliquement, c'est une décision très importante. Alors évidemment, ça sera sans doute une décision très importante pour Robert Kennedy. D'ailleurs, on a bien vu, Donald Trump dit porter cela à Robert Kennedy Jr. On comprend bien pourquoi c'est pour son père. Bien sûr, on comprend bien pourquoi c'est important. On sait aussi, pendant la campagne, on l'a compris, que Robert Kennedy Jr. avait un combat, celui contre la corruption dans la santé, celui pour l'écologie. Alors on a compris que pour le pétrole, il ne faudrait pas qu'il dise un mot. Trump l'avait dit d'ailleurs tout à fait ouvertement. En revanche, il avait les coups des franches sur les autres dossiers, notamment sur la possibilité d'étudier la gestion donc de la crise sanitaire et de s'intéresser un peu aux décisions qui ont été prises par le fameux docteur Anthony Fauci. Et là, patatras, juste avant de partir, Joe Biden a décidé de gracier par anticipation Anthony Fauci. Absolument. Le président Biden, et il a attendu le dernier moment, parce qu'il savait que ce serait controversé. Et ben voilà, on a l'opposition de deux façons de gérer la politique. Vous avez la transparence de Trump. Je suis sûr qu'il n'a pas consulté les archives, mais qu'il les ouvre sans savoir ce qu'il y a dedans. On lui a dit plus ou moins, mais voilà. Et puis de l'autre côté, une administration qui ferme toutes les portes, qui bloque tout et qui protège des gens qui ont potentiellement violé la loi et potentiellement menti au peuple américain. Qu'est-ce qu'on reproche au docteur Fauci, qui n'avait pas forcément un rôle facile? Une pandémie, c'est pas quelque chose auquel on était habitué, c'est pas facile à gérer. Mais les liens entre les États-Unis, certains laboratoires américains et le laboratoire de Wuhan ont été niés pendant un moment alors qu'ils étaient établis. Les activités du laboratoire de Wuhan de faire ce qu'on appelle ces fameuses recherches sur le gain de fonction, elles étaient connues des laboratoires américains, elles étaient connues du docteur Fauci, il les a niées. Il les a niées devant le Congrès lors de plusieurs déclarations où il est sous serment. Donc il a commis un crime qui s'appelle le parjure. Et pour cela, on pourrait lui demander des comptes. Il n'aura pas à en rendre parce que le président Biden lui a accordé sa grâce. Et c'est totalement irréversible. C'est totalement irréversible. Sur le plan juridique, oui. Sur le plan politique, non. C'est-à-dire que le Congrès peut très bien demander à M. Fauci de revenir et de lui poser les mêmes questions et de voir si ses réponses changent ou pas, ou s'il refuse de répondre. Comme techniquement, il ne risque plus aucune poursuite, il n'a plus le droit de refuser de répondre. Maintenant, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Ça n'ira pas plus loin. Mais, comment dirais-je, c'est absolument symbolique, voilà, dans l'autre sens, d'une administration qui protège d'abord, qui se protège elle-même. C'est l'État profond qui protège l'État profond, parce que M. Fauci appartient à cet État profond. Personne ne l'a jamais élu.
Bien sûr. Les Américains n'ont jamais voulu. Il fait partie de ces fonctionnaires, hauts fonctionnaires, qui sont arrivés à des postes de responsabilité, des postes de conséquence, des postes aussi qui leur donnent le pouvoir, d'une certaine façon indirectement, de vie et de mort sur les gens. Et le Dr Fauci a été un de ceux qui ont poussé à, je dirais, l'obligation vaccinale. Le Dr Fauci a été quelqu'un qui a permis à l'armée d'éliminer de ses rangs tous les militaires qui refusaient de recevoir le vaccin. Militaires au passage qui heureusement qu'il y avait des quotas transgenres qui pouvaient venir compenser les effectifs. Compenser ça. Mais ces militaires au passage, ils ont tous été, c'est un autre décret qui a été signé le premier jour, ils ont tous été réinstitués par Donald Trump avec aucune perte de revenus. C'est comme s'ils n'avaient jamais quitté l'armée depuis qu'ils avaient été démobilisés pour refuser de se faire vacciner. La France s'en est pas inspirée pour ses soignants suspendus. Non, mais voilà, elle le pourrait. Il y a quand même... il ne s'agit pas de devenir américain, mais il y a des leçons de pouvoir, il y a des leçons de politique, des leçons de courage politique que certains de nos dirigeants... voilà. On rappelle aussi, puisque j'ai cité le nom de votre dernier ouvrage, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, pardon, oui, il me manquait l'Amérique. Justement, Joe Biden aussi, avant de partir, il a gracié son fils qui était condamné et condamnable. Exactement. Et puis, au cas où, une bonne partie de sa famille. Absolument. Pareil, à la 11e heure, comme on dit, au dernier moment. Alors, il avait gracié son fils un petit peu plus tôt. Après avoir dit qu'il ne le ferait pas. Voilà, après avoir affirmé qu'il ne le ferait pas, bien entendu, mais ça n'a surpris personne. Et personne ne lui en a voulu. Si, mais évidemment pas dans son camp. Il a gracié Hunter Biden un petit peu plus tôt parce que Hunter faisait l'objet d'une condamnation en justice. Là, c'est pas préventif. Il avait été condamné pour fraude fiscale et pour possession d'armes. Et la sentence allait tomber. Et cette sentence... pas grand-chose au regard de ce qu'on pouvait lui reprocher, je crois. Ça fait partie de... Non. Par rapport à... Alors, sur le plan politique, certainement pas. Sur le plan purement judiciaire, un petit peu. Mais il risquait d'être envoyé en prison. Donc son père a voulu lui éviter ça, et son père l'a donc gracié, et c'est une grâce qui était formidable, parce que c'est une grâce qui correspondait à tout ce qu'il avait pu faire entre 2014 et 2024, et 2014 c'est précisément l'année où il est engagé par cette compagnie ukrainienne, et qu'il commence à mener ses affaires qui vont toucher à la sécurité nationale des États-Unis, et impliquer le père, c'est ce que je raconte dans mon livre, et c'est ce que tout le monde a reconnu depuis. Donc il a gracié le fils alors qu'il avait promis de ne pas le faire, et puis il avait promis que sa famille, il n'y avait aucune raison de les gracier, mais au dernier moment, il l'a quand même fait. Et tout le monde y voit un aveu de culpabilité. Alors évidemment, lui, il a expliqué que Donald Trump allait s'acharner contre sa famille, bien sûr. Oui, mais ce qui n'était absolument pas dit d'abord. Et puis surtout, souvenons-vous, inversement, d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné le président de la Chambre des représentants, il y a 4 ans, quand Donald Trump a quitté la Maison-Blanche, certains ont émis l'idée qu'il pourrait lui-même s'accorder une grâce préventive pour prévenir toute forme de poursuite contre lui ou d'autres membres de son organisation. Et il y a eu à ce moment-là une levée de bouclier de toutes les autorités morales à gauche en disant si Trump se graciait ou graciait ses proches, ce serait une honte publique, une honte politique, il ne faut absolument pas que ça le fasse. S'il les gracie, c'est un aveu de culpabilité, etc. etc. 4 ans. Et Donald Trump ne s'est pas accordé de pardon présidentiel. Pas du tout. La preuve, c'est qu'il a été poursuivi pendant 4 ans de tous les côtés. Et là, que fait Joe Biden ? Exactement ce que ses supporters condamnaient chez son adversaire. Donc il adopte exactement la position qu'eux-mêmes dénonçaient. C'est d'ailleurs typique des démocrates que d'accuser les autres d'avoir l'intention de faire ce que eux-mêmes font et font depuis longtemps. Bien sûr. Absolument. Donc, d'une certaine façon, ça ne me surprend absolument pas qu'il l'ait fait, ni de quand il le fait, parce qu'il le fait à... Alors, le communiqué est sorti, je crois, à 11h45 heure de Washington, lundi. C'est-à-dire 15 minutes avant la prestation de serment, et à un moment où la presse n'a pas le temps de réagir, et donc on sait très bien que le lendemain, elle sera sur autre chose. Alors, Donald Trump a quand même fait profiter de ses grâces, j'allais dire, aux assaillants du Capitole. Oui, ça c'est un dossier important. Parce que ça l'a poursuivi, ce dossier. Hein. Oui, ça l'a poursuivi, ça continue de le poursuivre, et puis c'est un dossier sensible, parce que vous avez certains qui appellent ça une insurrection, un coup d'État. Donc moi, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Moi, ma position, elle a jamais changé. Je condamne totalement ce qui s'est passé ce jour-là. Déjà, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais
Ce n'est Mais ni un coup ce qui d'État. s'est passé est un peu différent de ce qu'on nous a expliqué. Exactement. Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une insurrection, c'est une émeute. C'est une manifestation qui dégénère en émeute parce qu'un certain nombre d'éléments sont là pour la faire dégénérer en émeute, y compris une absence totale ou relative et relativement importante de protection du Capitole. Si on avait voulu empêcher les manifestants de rentrer dans le Capitole, on pouvait déployer la garde nationale. C'est ce que Donald Trump avait demandé, c'est ce que Mme Pelosi, à l'époque présidente de la Chambre des représentants, a refusé. Et les démocrates ont délibérément laissé Affaibli le Capitole sans sûr. défense pour faciliter le travail des émeutiers, dont on sait aujourd'hui qu'il y avait parmi eux un certain nombre d'informateurs, voire d'agitateurs, qui, sans être des agents du FBI, étaient payés par le FBI. C'était des pigistes. C'était des voilà, comme ça s'appelle. Contracteurs, quoi. Ça porte un nom. Ils ne sont pas forcément employés fédéraux, mais ils sont payés. Je ne sais plus quel est le mot en anglais. Oui, c'est des intérimaires, qui étaient là et qui ont joué un rôle et qui a principalement consisté à favoriser justement l'entrée totalement illégale dans le FBI. Des black blocs, quoi. Voilà. Mais ce qui s'est passé après, si vous voulez, c'est que il y a eu cet affrontement au départ, parce que malgré tout, il y avait quelques centaines de policiers du Capitole qui ont cherché à défendre le lieu. La preuve, c'est que l'un d'eux a même utilisé son pistolet pour tuer une personne. Je ne sais pas s'il voulait le faire, on ne sait pas comment il a tiré, mais rappelons que, au contraire de ce qu'on dit dans les médias, là les médias mentent délibérément. Le 6 janvier, il y a eu un mort. Il y a eu un mort, c'est une femme, elle s'appelle Ashley Babbitt, ancienne membre des forces armées américaines, qui avait combattu en Irak et qui a été tuée par balle par un pistolet d'une des personnes de la protection du Capitole. C'est le seul décès de ce jour-là. Dans les jours qui ont suivi, 2 ou 3 policiers du Capitole sont morts, l'un de crise cardiaque, mais ils ne sont pas morts lors de l'assaut contre le Capitole, et ils n'ont pas été tués par un quelconque manifestant. Bien sûr. Ça, c'est faux. La réalité, c'est qu'il y a eu un mort, Ashley Babbitt, parmi les manifestants, tués par quelqu'un qui protégeait et défendait le Capitole. Cette personne n'a jamais été ni sanctionnée, ni fait l'objet d'une enquête au passage. Par contre, une fois que le cordon de sécurité a été vaincu, la consigne a été donnée aux agents du Capitole de laisser rentrer les manifestants, dont l'essentiel d'ailleurs n'était pas violent. Et ils sont rentrés, ils ont fait le tour, ils ont pris des selfies, c'est parfaitement ridicule, comme au musée. Voilà. Ces gens-là ont fait l'objet de poursuites impitoyables de la part de la justice américaine, qui les a poursuivis systématiquement, qui a fait en sorte que les juges qui les condamnent leur donnent la condamnation la plus forte possible, allant bien au-delà de gens qui sont parfois coupables de crimes communs, sur lesquels, au contraire, ces mêmes juges ferment les yeux. Donc là, Trump a voulu rattraper le coup. Ils sont très nombreux, 1500 quand même, 1500. Et donc, il a accordé un pardon, je dirais en masse, ce qui a surpris certains parce qu'il y avait quand même parmi les manifestants des gens qui avaient fait preuve de violence, notamment à l'égard des forces de l'ordre, des gens qui protégeaient le Capitole ce jour-là. Or, les républicains aiment bien être le parti des forces de l'ordre, pas le parti de la violence. Et donc, ils auraient souhaité que Donald Trump aille un petit peu plus près dans la sélection et fasse plus de discernement. Merci. Voilà. Mais néanmoins, symboliquement, c'est très très fort aussi. Et il avait dit qu'il le ferait, donc il n'y a pas de surprise. Voilà. À l'opposé, parce qu'il y a une dimension politique à ce sujet, Madame Liz Cheney a été catapultée présidente d'une supposée commission d'enquête. C'est la fille de Dick Cheney. Liz Cheney alors je vais trop vite, excusez-moi. Liz Cheney est en effet la fille de Dick Cheney, ancien ministre de la Défense et vice-président de George W. Bush. Très conservateur, très néo-conservateur, et elle était très anti-Trump. Et donc après les événements du 6 janvier, Mme Pelosi a mis en place une commission parlementaire, ce qu'elle a le droit de faire, à part que ces commissions sont supposées être bipartisanes, et que là, elle n'était absolument pas bipartisane, elle était entièrement à charge, et Liz Cheney était à la tête de cette commission. On sait que Liz Cheney a, dans le cadre des audiences de ce congrès, elle a guidé, comme on dit en anglais, certains témoignages.
C'est-à-dire qu'elle a indiqué à certaines personnes ce qu'il fallait dire et comment le dire, et qu'elle l'a fait au cours de rencontres où ces personnes étaient présentes sans leur avocat. Ça, c'est une violation totale de ce qu'on appelle le due process aux États-Unis et du droit de premier amendement. Donc Liz Cheney aussi a détourné un petit peu sa fonction et s'est livré à un comportement qui pourrait être répréhensible sur le plan judiciaire et certainement sur le plan politique. Elle fait partie des gens qui ont bénéficié de la grâce présidentielle accordée par Biden à la dernière heure. Donc voilà, on n'est pas dans le même monde et il y a une époque qui est révolue. Et d'une certaine façon, l'État profond, dont je parle dans mon livre, encore une fois, eh bien, il a été protégé par ceux qui en bénéficient. C'est le sens de ces grâces. Très rapidement, on a le sentiment aussi que le deuxième mandat de Donald Trump sera au moins pour les 2 premières années, celui du rétablissement de la liberté d'expression. Oui. C'est aussi symbolisé, évidemment, par la présence dans son entourage d'Elon Musk, qui a racheté X quelques mois avant la présidentielle. Il y a une affaire, j'allais dire, une polémique qui secoue les réseaux sociaux et tout particulièrement Twitter. C'est une jeune femme, influenceuse politique, journaliste, qui s'appelle Candace Owens, dont on parle énormément en France sous le manteau. Avec des pseudo-accusations. On a du mal à savoir quel est le vrai du faux, les interactions avec le couple Emmanuel Macron-Brigitte Macron. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, j'avoue que moi, j'ai pas enquêté. J'ai pas enquêté sur cela. Je sais très bien qui est Candace Owens. C'est une jeune intellectuelle noire qui est très intelligente et qui fait partie de ces noirs qui ont toujours soutenu la cause républicaine et Donald Trump. Elle fait partie de ces jeunes gens qui considèrent la politique du Parti démocrate d'assistanat comme une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Parce que l'assistanat ne vous permet en aucun cas d'envisager un avenir qui soit meilleur. Il vous condamne à la pauvreté. C'est le revenu universel de Klaus Schwab, quoi. Oui, c'est ça. Et il crée une dépendance vis-à-vis du gouvernement qui était exactement, ou qui est, je dirais qu'on peut mettre en parallèle avec la dépendance d'un esclave vis-à-vis de son maître. Je rappelle que pendant l'esclavage, tous les maîtres n'étaient pas totalement abusifs avec leurs esclaves, je veux dire qu'ils en prenaient soin. Parce que c'était pour eux des travailleurs, et pour que quelqu'un travaille, vaut mieux qu'il soit en bonne santé. Le premier propriétaire d'esclaves aux États-Unis, c'était George Washington. Lors de la fondation des États-Unis, il en avait plus de 600. Alors il les a tous libérés sur son testament. Mais il a été quand même propriétaire d'un nombre très très important d'esclaves. Et on vous dira que dans le cadre de cette institution, c'était plutôt mieux d'être esclave de George Washington que d'autres, parce que vous étiez malgré tout mieux traité. Mais vous aviez une dépendance totale de l'esclave vis-à-vis du maître. Eh bien aujourd'hui, on a une dépendance totale d'une certaine minorité noire vis-à-vis de l'assistanat gouvernemental, parce que sans les tickets nourriture, sans la subvention au logement, malheureusement, vous n'avez pas d'autres moyens de vous en sortir. Ce qui, d'ailleurs, au passage, détruit totalement la famille noire. Ça, c'est ce que certains intellectuels, Thomas Sowell, qui est quelqu'un de très bien, il commence à être très âgé, mais si ceux qui nous regardent ne le connaissent pas, qu'ils enquêtent sur Thomas Sowell, c'est un intellectuel noir extrêmement intéressant, et il a dit que les démocrates ont réussi ce que l'esclavage n'a pas réussi à faire, détruire la famille noire. Et quand on regarde aujourd'hui les naissances hors mariage au sein de la communauté noire, c'est pratiquement 7 sur 10. 7 sur 10. Excusez-moi, mais un enfant qui naît d'une mère célibataire, il rentre pas dans la vie par la bonne porte ou sur le bon chemin, parce que ça va être très, 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 très difficile. Et d'ailleurs, on constate que souvent, les enfants de mères célibataires deviennent eux-mêmes parents d'un enfant alors qu'il n'y a pas de mari à la maison, il n'y a pas de personne pour... Donc, il y a toute une discussion autour de ça qui est fondamentale au sein de la communauté noire. Candace Owens a été celle qui a le plus travaillé là-dessus. Elle disait, il faut quitter la plantation, c'est son langage. Il faut quitter la plantation parce que derrière ce paravent d'assistance, on vous condamne à une vie de pauvreté, on vous prive d'avenir, on vous prive d'ambition et on vous prive de dignité. Donc elle était très très forte, et tant qu'elle parlait de ça, c'est quelqu'un qui pour moi était très intéressante. Et puis elle est partie sur une tangente, j'ose même pas en parler parce que c'est pas des sujets qui, moi, m'intéressent.
sur, je ne sais pas comment le dire, le genre de Brigitte Macron. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Bon. Et je ne sais pas quel argument elle a ni pourquoi, mais ça a dérivé. Et elle a été mise en avant par un certain nombre justement de réseaux sociaux. Et en France, on a l'impression qu'on ne la connaît que pour ce sujet-là. Absolument. Donc moi, c'est le sujet que je n'ai pas étudié. Ça, je ne veux pas regarder de ce côté-là. J'ai envie de dire que ça ne m'intéresse pas. Mais le personnage en lui-même est quelqu'un qui est intelligent, qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui a du courage. Je considérais qu'elle avait un certain avenir politique. Je ne sais pas si après cette controverse, elle en aura encore. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Gérald Olivier pour tout ce beau panorama et ces bonnes explications sur tout ce qui vient d'arriver aux États-Unis. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, au moins pendant les 2 premières années avant les midterms américains. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous voulez retrouver Gérald Olivier, vous pouvez dès à présent vous rendre sur la boutique de TVL sur tvl.fr, donc pour son dernier ouvrage dont je vais encore oublier le titre, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confidente. J'espère que cette émission vous a plu, j'espère que vous l'avez déjà agrémenté de ce fameux pouce en l'air pour améliorer son référencement. Écrivez-moi dans les commentaires, justement, faites vos suggestions pour les émissions à venir et puis relayez au maximum cette vidéo. À bientôt, passez une bonne fin de semaine, on se retrouve la semaine prochaine.